Bonjour François de Rugy, Bonjour. Vous êtes ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci d'être avec nous ce matin. C'est une grosse semaine pour vous parce qu'il y a le Conseil des ministres ce matin où vous allez présenter le Conseil citoyen pour le climat. Il y a la loi mobilité cet après-midi. On va parler de tous ces sujets-là et je voudrais qu'on soit extrêmement concret ce matin. Mais d'abord un mot de politique. Laurent Wauquiez a annoncé hier soir sa démission du parti Les Républicains. Elle vous inspire quoi d'ailleurs cette démission ? Bon, moi, je n'ai pas de commentaires particuliers sur les affaires internes au Parti Les Républicains. Simplement, ce qui me frappe, c'est que ce n'est pas une question de personne, dans le fond. C'est pas la question de la personne de Laurent Wauquiez. C'est quelle est aujourd'hui l'orientation politique de ce Parti Les Républicains. D'abord, est-ce que c'est encore un parti de gouvernement ? On l'a quand même vu osciller entre des propositions très démagogiques, une critique systématique de ce que fait le gouvernement. Et puis, par ailleurs, est-ce qu'il a vocation à rester tout seul dans son coin ? Est-ce que les élus des Républicains au Parlement, au niveau local, veulent travailler avec d'autres? Et si oui, avec qui? Est-ce qu'ils veulent travailler plutôt avec la majorité actuelle, tout en restant sans doute indépendants, ou est-ce qu'ils veulent travailler avec le Rassemblement national, comme Madame... Ça n'est pas un problème de personne. En réalité, le seul problème peut-être, c'est que la droite, elle est déjà au gouvernement. Le gouvernement auquel vous appartenez peut-être déjà de droite. Non, justement, je crois que ce qui est très frappant dans le résultat des élections européennes, c'est que le clivage gauche-droite a encore plus éclaté qu'il n'avait éclaté lors de l'élection présidentielle ou des élections législatives de 2017. 2 ans plus tard, alors qu'on nous avait dit c'est sans doute une parenthèse au moment de la présidentielle, c'est une anomalie, c'est un accident électoral, eh bien on voit que durablement, les Français, par leur vote, c'est les Français qui décident, par leur vote, ont fait éclater le clivage gauche-droite traditionnel. Mais votre famille politique tend la main visiblement aux élus républicains, aux électeurs aussi j'imagine, mais vous avez vu que de l'autre côté de l'échiquier, Marine Le Pen aussi appelle les électeurs et les élus des Républicains à la rejoindre, et Marion Maréchal promène une union entre le Rassemblement national et les Républicains. Donc je vous pose la question, est-ce qu'il y a encore une place pour la droite dans ce pays ? Par exemple, ça c'est un sujet concret. Est-ce qu'aux prochaines élections municipales, dans les conseils municipaux, est-ce que des maires ou des candidats, les Républicains, essaieront de faire alliance avec le Front National, Rassemblement National, ou est-ce qu'au contraire, ils diront clairement non, il n'en est pas question? Ça, c'est une question à laquelle devra répondre le prochain président ou la prochaine présidente du Parti Les Républicains, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui doit être une orientation nationale de ce parti. Alors, je l'ai dit, je voudrais qu'on soit extrêmement concret. On va commencer par la question la plus concrète et vous pouvez presque me répondre par oui ou par non. Je n'ai pas tout à fait compris. Ce fameux projet de montagne d'or en Guyane, c'est terminé, oui ou non? Vous avez expliqué que c'était écologiquement incorrect. Et on n'a pas compris, on a eu des sons de cloche différents. Et ce que vous nous dites ce matin, c'est abandonné définitivement, on n'en parle plus. Je redis en effet que ce projet ne se fera pas, que ce projet n'a pas le soutien du gouvernement et que moi je vais même aller plus loin puisque j'ai proposé au Conseil de défense écologique, présidé par le président de la République, qui m'a mandaté pour réformer la loi, le code minier, pour que les exigences environnementales que nous posons sur ce projet, elles se posent à tous les projets de mines d'or ou d'autres. Donc cette mine d'or à ciel ouvert, c'est terminé. Très bien. Ce matin, Conseil des ministres, vous présentez le Conseil citoyen pour le climat, 150 Français tirés au sort. D'abord, qu'est-ce qui nous dit, qu'est-ce qui garantit au fond que ces 150 Français tirés au sort, qui vont proposer des mesures, peut-être une loi demain, qu'est-ce qui nous garantit qu'ils sont compétents pour répondre à ces questions ? Il n'y a aucune raison que les Français soient moins compétents quand ils sont électeurs, lorsqu'ils votent dans les urnes, que lorsqu'ils participent à une assemblée citoyenne qui va travailler pendant 6 mois. C'est pas une assemblée citoyenne qui va se réunir pendant un week-end et puis qui va juste donner un avis. Si c'est ça, on peut faire des sondages, on peut faire des questionnaires. Donc ils vont travailler avec des experts. Donc, ils vont bien sûr. Mais vous l'avez déjà fait. Pourquoi eux seraient plus à même de prendre des décisions que vous, politiques, n'avez pas su prendre ? C'est un changement complet de méthode. Qu'est-ce qui se passe en matière d'écologie ? Quand il s'agit des grands objectifs, faut-il agir pour le climat? Tout le monde répond oui. Quand il s'agit des solutions, des mesures, des propositions, là c'est tout de suite une avalanche de polémiques. Et que ce soit avec le Parti républicain, avec les Verts, avec les uns, les autres, les associations, les syndicats, les entreprises, c'est une cacophonie générale. Nous, ce que nous proposons, c'est que les citoyens puissent proposer des choix
clair sur la fiscalité écologique. Est-ce que c'est oui ou non un bon levier? Est-ce qu'il y a d'autres leviers? Par exemple, des obligations faites aux industriels, faites dans le secteur de la construction, de l'habitat. Est-ce que ce sont des incitations plus fortes? Si oui, de quelle nature? Voilà, qu'on mette tout sur la table et qu'ensuite on puisse avoir des propositions claires qui en effet ressemblent à une proposition de loi qui pourrait être, je le rappelle, c'est l'engagement du président de la République, soumise au référendum. Ça, c'est le bon côté de la démocratie participative. Le mauvais côté qu'on peut vous opposer, c'est qu'au fond, vous vous en lavez les mains, vous déchargez de vos responsabilités, vous dites ce que nous, les responsables politiques, nous n'avons pas réussi à imposer aux Français, on va le confier à des Français, et puis à eux, on ne pourra pas leur dire non. Non, parce que vous savez, en matière d'écologie, comme dans d'autres, mais en matière d'écologie, il faut entraîner la société française, entraîner, non pas l'ensemble des Français, mais une large majorité des Français dans cette transformation. Si c'est simplement quelque chose qu'on impose d'en haut, on sait que ça ne marchera pas, soit parce que ça va créer des crispations, des blocages, des contestations, soit parce que tout simplement, ça ne suivra pas. Il y aura des choses qui seront mises dans des lois, des choses qui seront décidées par l'État, mais ce qu'il faut, c'est pas simplement faire bouger l'État. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde soit partie prenante mais alors j'ai vu de que la vous alliez lutte leur faire, contre l'effet de serre. Vous alliez signer une lettre de cadrage. En gros, vous allez leur dire, voilà les sujets dont on parle. Oui. En revanche, voilà les sujets dont on ne parle pas, par ricochet. Non, voilà les sujets dont on parle, sur lesquels il faut rendre, en quelque sorte, des propositions. Après, si une assemblée citoyenne... Et le point de départ, c'est l'équilibre budgétaire. Le point de départ, c'est l'action pour le climat. C'est-à-dire que mais dans clair, un cadre budgétaire nous contraint. avons, vous le savez, une trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre qui est tout simplement la traduction de l'accord de Paris. Ça, nous le mettons dans la loi, nous prenons nos responsabilités. Nous l'avons dit avant les élections, nous le faisons. Mais en revanche, sur les moyens d'y arriver, là, on mobilise les Français directement. Vous savez, ça a été pratiqué en Irlande sur différents sujets. J'étais moi-même en Irlande vendredi. J'ai pu discuter avec les gens qui ont conduit cette assemblée citoyenne et ils m'ont dit à quel point cela avait permis de faire bouger les choses parce que ça va débloquer un certain nombre de choses dans la société, pas simplement parmi les 150 citoyens. Ils vont faire des propositions, ils vont se réunir pour la première fois en septembre. Il y aura sans doute un certain nombre de propositions qui iront à l'Assemblée. Est-ce que vous nous confirmez qu'il va y avoir un référendum sur ces questions de transition après les municipales? Je confirme ce qu'a dit le président de la République dans sa conférence de presse, et je le dis et je le redis parce que manifestement certains ne l'ont pas entendu ou regardaient autre chose. Il a dit le résultat de cette assemblée citoyenne sera soumis au peuple français par référendum directement ou au Parlement. Ce sont les deux possibilités. Et alors quelle possibilité à vos faveurs? Plutôt Moi, un référendum, je l'ai toujours dit, plutôt le Parlement? suis plutôt favorable au référendum, car je crois que si en effet on veut entraîner l'ensemble des Français, ou en tout cas une large majorité de Français, eh bien nous aurions là quelque chose de très cohérent. Des Français réfléchissent à partir de ce que disent les experts. On n'est pas en dehors des réalités scientifiques notamment. Et ensuite, ce sont les Français qui décident par référendum, qui pourraient décider par référendum. Alors, autre sujet important, cet après-midi, la loi mobilité examinée donc à l'Assemblée nationale. Au départ, cette loi, c'était une 50aine d'articles. J'ai essayé de me plonger dedans. C'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Il y a 140 articles maintenant, énormément. Oui, parce qu'elle est déjà passée au Sénat. Et voilà, énormément de sujets traités. Alors, ce matin, on a besoin de vos réponses. D'abord, est-ce que vous confirmez la fin de la vente des véhicules à carburant fossile, c'est-à-dire essence, diesel ou gaz, d'ici 2040? Oui, les députés ont souhaité rajouter cela en commission. Et nous allons voir donc si c'est confirmé à l'Assemblée. Est-ce que vous y êtes favorable? Moi, je crois que c'est bien, oui, de dire il y a une perspective, même si ça peut paraître loin, 2040, c'est dans plus de 20 ans. Mais nous avons une perspective au niveau européen que nous déclinons au niveau français, qui est évidemment de réduire l'utilisation des voitures à essence ou diesel pour les remplacer progressivement par des voitures électriques ou hybrides électriques rechargeables. Je veux qu'on soit concret pour les gens qui nous regardent et nous écoutent ce matin. Est-ce que ça veut dire que d'ici 2040, les constructeurs ne pourront plus mettre sur les marchés des voitures essence ou diesel? C'est la perspective que nous souhaitons. Est-ce que ce sera contraignant? Est-ce que c'est une interdiction? Alors, l'interdiction, elle ne pourrait se faire qu'au niveau européen pour ce qui concerne la vente des voitures, parce que nous sommes dans un marché européen. En revanche, vous savez très bien qu'il y a des pays où il y a déjà des normes, déjà aujourd'hui, où il va y en avoir dans les années qui viennent, beaucoup plus strictes sur la circulation. Et là, nous avons également dans la loi un dispositif qu'on appelle les zones à faible émission, c'est-à-dire dans les villes, qu'avec les élus locaux, responsabilité des communes. Voilà, les élus locaux qui décident et qui disent voilà, sur tel périmètre, nous souhaiterions soit limiter la circulation, soit réserver la circulation justement à des voitures électriques. On pourrait penser peut-être qu'en Île-de-France, par exemple, ce soit une priorité. Vous savez que je l'ai fait par partenariat avec les élus locaux et les élus de la métropole du Grand Paris m'ont dit oui, on est prêt à le faire. Malheureusement, sur 80 maires concernés, il n'y en a que 40
40 qui sont d'accord. Donc vous voyez qu'il y a encore du chemin à faire pour que les élus locaux se mobilisent. Parce qu'à la fin, c'est pas simplement le climat, c'est aussi la qualité de l'air. Dans nos villes, là, c'est clair. Si on passe de voitures à essence ou surtout diesel vers des voitures électriques ou des voitures hybrides électriques, eh bien, évidemment, c'est un air plus pur que nous pourrons respirer. Une question complémentaire. Les particuliers qui, à cette date, seront encore propriétaires d'un véhicule essence-diesel, ça veut dire qu'ils ne pourront plus le revendre et qu'il faudra le mettre à la casse, tout simplement, c'est ça l'idée ? Typiquement, c'est une sortie progressive. D'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, nous avons des dispositifs d'aide aux Français. Aujourd'hui, on n'attend pas 2040. C'est maintenant qu'on le fait. Et c'est la prime à la casse qui permet à des gens qui ont une vieille voiture, justement, de la mettre à la casse. Donc, on est sûr qu'elle ne va plus polluer, mais on leur donne pour cela une aide qui peut aller de 1 000 à 4 000 euros pour acheter une voiture moins polluante, qui n'est pas forcément tout de suite une voiture électrique, voyez-vous, mais qui peut évidemment progressivement aller vers cela. Et il y a toujours le bonus pour l'achat d'une voiture électrique. Donc, une subvention de l'État pour toute personne qui achète une voiture électrique, 6 000 euros. Ça permet quand même sérieusement d'aider les Français qui veulent passer à l'électrique. Alors, autre sujet qui a fait polémique, là aussi on a besoin d'avoir vos réponses concrètes. Il va y avoir donc une taxation sur le transport aérien, une contribution d'environ 30 millions d'euros qui sera affectée donc aux autres modes de transport. Ça veut dire clairement que la taxe sur le kérosène, on oublie, c'est du niveau européen, c'est pas du niveau national. Alors, il n'y aura pas de taxe kérosène en France. Il y a plusieurs choses. Oui, nous avons toujours dit que pour être efficace... C'était une demande, entre autres, des Gilets jaunes, depuis le début. On disait pourquoi la hausse des taxes sur le carburant pour les particuliers, rien sur le kérosène. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a une convention internationale qui date de 1944, à une époque où on ne parlait pas du climat, où on ne parlait pas de l'effet de serre, qui dit on ne peut pas taxer le kérosène dans aucun pays du monde. Bon, évidemment, il faut changer cette convention. Ça, moi, je le dis, c'est une priorité que nous donnons d'ailleurs à la prochaine Commission européenne. Très bien. D'avoir le mandat européen. Mais vous avez vu qu'on vous fait des propositions. On est prêt à le faire et nous, on veut mener la bataille pour les vols intra-européens. J'entends, mais vous avez vu qu'on vous fait des propositions alternatives, oui, François de Rugy. Je reviens quand même un instant sur ce que vous avez dit juste avant. Les 40 millions d'euros, qui peuvent être plus d'ailleurs dans les années qui viennent, c'est ce qu'on appelle la taxe Chirac sur les billets, parce que c'était Jacques Chirac qui avait instauré cette taxe sur les billets. Ça revient au même que de taxer le kérosène. C'est sur les billets d'avion. Et là, c'est sur les vols, y compris vols intérieurs. Et simplement aujourd'hui, ce surplus qui était fait au départ pour la lutte mondiale contre le sida, eh bien ce surplus, il ira aux infrastructures de transport. Symboliquement, c'est déjà le signe que le transport aérien va contribuer au financement des infrastructures ferroviaires. Certains proposent une taxe au décollage, pour chaque décollage. Certains proposent même d'interdire un certain nombre de lignes lorsque le trajet on peut le faire avec un autre mode de transport, le train notamment, 5 heures. C'est ce que proposent des films bateaux, c'est ce que proposent des insoumis. Oui. C'est vrai que quand on voit le bilan carbone d'un avion et d'un train, on se dit, vous êtes écologiste. Oui, mais alors là, il faut vous dire êtes un ancien écologiste, ça devrait vous satisfaire. Non, moi je suis toujours écologiste depuis toujours. Je le suis depuis toujours. Mais simplement, donc pour aller à Marseille, c'est peut-être mieux de prendre le train que l'avion. Oui, mais en revanche, si on interdit tout, Là, c'est pas taxé, c'est interdire purement et simplement tous les vols là où il y a un train qui met moins de 5 heures. Ça veut dire qu'on peut plus utiliser l'avion en France. On peut plus faire Paris-Toulouse. Vous savez, pour les gens qui font Paris-Toulouse en avion, c'est parce qu'aujourd'hui, le train n'est pas à la hauteur. Nous nous battons pour que les trains soient à la hauteur. Moi, je suis élu d'une ville, Nantes. Je suis né à Nantes à une époque où il n'y avait pas de TGV. Quand le TGV est arrivé, évidemment, le transport aérien a quasiment disparu. Il y avait même une ligne aérienne Paris-Saint-Nazaire. Elle n'existe plus depuis qu'il y a le TGV. C'est pareil pour Paris-Strasbourg. Paris-Bordeaux, l'avion a chuté de 40% grâce au TGV. Donc, bien sûr que le TGV permet progressivement de se substituer à l'avion. Mais il reste des destinations en France. Là, il faut quand même être concret, réaliste, pragmatique. Nice, par exemple, Toulouse, ou des destinations, si vous faites Nantes, Montpellier, par exemple. Évidemment, si vous le faites en train. Paris-Lyon en avion, alors qu'on peut le faire en train en 2 heures, la question peut se poser. Mais il y en a quasiment plus. Il y en a quasiment plus des avions Paris-Lyon. Aujourd'hui, c'est le train qui capte l'essentiel du trafic Paris-Lyon, évidemment. Autre question, dans cette loi toujours, il y a la création d'un forfait mobilité durable. 400 € remboursés par les employeurs, justement pour favoriser les modes de transport alternatifs. Formidable. Sauf qu'on découvre... Mesure à la fois écologique et sociale. Sauf qu'on découvre en lisant la loi que c'est pas contraignant. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises décideront si elles veulent ou si elles ne veulent pas. En quoi ça va fonctionner si c'est à la liberté de chacun ? Alors, vous savez qu'actuellement, il y a une négociation. Nous avons souhaité qu'il y ait une négociation entre les syndicats de salariés et le patronat sur ce sujet, justement. Et cette négociation, elle doit aboutir avant la fin du mois de juin. Et c'est sur la base des résultats de cette négociation que nous pourrons donner un nouveau droit aux salariés, parce que c'est un nouveau droit. Aujourd'hui, un salarié, quel que soit son lieu de travail ou de résidence, il peut demander le remboursement
des transports en commun. Mais il y a des endroits en France où il n'y a pas de transport en commun. Soit à l'endroit où vous habitez, soit à l'endroit où vous travaillez, voire parfois les deux. Donc évidemment, pour les Français qui ne sont pas dans une zone desservie par les transports en commun, c'est un droit qui n'existe pas. Donc on veut l'étendre aux autres modes de déplacement, notamment les modes comme le vélo. Aujourd'hui, si on veut faire du vélo un vrai mode de déplacement à part entière, il faut qu'il y ait une incitation. Et il faut que les salariés aient cette capacité à se voir eux aussi rembourser une partie de leurs frais de déplacement. Depuis le 1er juin, une hausse de 6% sur les prix de l'électricité. Vous allez revoir le mode de calcul des tarifs réglementés de l'électricité. Oui. Je suis le premier à le faire, parce qu'il y en a beaucoup qui dénoncent aujourd'hui cette hausse, mais ils n'ont rien fait quand ils étaient aux responsabilités. Au contraire, ils ont entériné ce mode de calcul qui aboutit à ce résultat. Je vais vous retourner la question, François de Rugy. Ça fait des semaines, voire des mois que vous savez que cette hausse va avoir lieu. Pourquoi vous n'avez pas modifié la règle de calcul avant ? Si en France, vous pensiez qu'on peut changer la loi en quelques semaines, dites donc, vous avez voyez là la loi sur la mobilité, depuis combien de mois on en parle, le temps que ça prend. Alors moi je l'ai inscrit dans le projet de loi énergie-climat que j'ai présenté au Conseil des ministres. Donc concrètement, ça fera baisser la facture des Français quand ? Dès l'année prochaine, dès 2020. Donc il faudra encore attendre un an. Non, parce que nous avons fait en sorte qu'il n'y ait qu'une seule augmentation par an. Il était prévu qu'il y en ait une l'hiver dernier. Je me rappelle, en plein hiver, au moment où les gens se chauffent, dont des Français qui se chauffent à l'électricité, qui ont donc parfois des factures très lourdes. Mais moi, j'ai rencontré des gens, vous savez, dans ma circonscription, qui sont venus me voir, mais moi, j'ai 3 000 € de facture de chauffage, parce que je suis dans un logement mal isolé et que mon propriétaire, par exemple, m'a mis des radiateurs électriques peu performants. Eux, ils ont eu cette hausse, ils ne l'ont pas eu cet hiver. Il y a quelque chose que vous pouviez faire, François de Rugy. Il y a une TVA à 20% sur l'électricité en partie. C'est un produit de première nécessité. Pourquoi ne pas l'avoir fait baisser à 5,5 comme tous les produits de première nécessité? Monsieur Neumann, vous savez bien, et les Français le comprennent très bien, si chaque fois qu'il y a un prix qui augmente, parce que les coûts de production augmentent, ou les prix sur le marché de gros de l'électricité augmentent, eh bien on baisse les taxes, vous voyez bien qu'on ne s'en sortira jamais. Et puis par ailleurs, ce sont des recettes. Moi je le dis, on aurait pu faire une baisse, ça aurait été entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros de perte de recettes pour l'État. Nous avons déjà fait la baisse de la taxe d'habitation, nous avons fait la baisse des cotisations sur le travail, sur les salaires, nous avons finalement été moins loin sur la CSG, et nous allons même baisser l'impôt sur le revenu. On ne peut pas baisser tous azimuts, ou à ce moment-là, il n'y a plus de recettes pour l'État. Moi, ce que je préfère, c'est que durablement, on ait un mode de calcul qui permette de limiter, parce qu'on sera vraiment sur les coûts de production. On s'est éloigné du principe selon lequel les tarifs régulés doivent couvrir les coûts de production. Dernier mot, 13,5% pour Yannick Jadot aux élections européennes. C'est un vrai score, un vrai succès. Ça veut peut-être dire que le gouvernement n'est pas à la hauteur des enjeux écologiques, tout simplement. Si les électeurs vont à ce point se porter sur ce type de liste. Il y a des Français qui, par ce vote, ils n'adhèrent pas forcément à tout ce que disent les Verts. Et ils n'adhèrent pas à 100% du programme des Verts. Je pense que pour certains aspects, d'ailleurs, ils ne le connaissent pas. Mais les Français ont dit, oui, nous voulons que le gouvernement fasse plus pour l'écologie. Moi, je ne peux que me réjouir qu'il y ait des Français qui veuillent qu'on fasse plus, qu'on aille plus vite, plus loin, qu'on bouscule un peu plus d'habitude, d'inertie et d'intérêt bien établi. Le score de Yannick Jadot, ça vous inquiète pas du tout, contrairement à Gérard Collomb, qui est inquiet pour votre majorité. Non, et puis j'y vois même le fait que les électeurs qui ont voté, en effet, pour les Verts, je crois qu'ils partagent avec les électeurs qui ont voté pour la République En Marche le fait de faire éclater le clivage gauche-droite. Parce que dans le fond, c'est pas des gens qui disent rien de tel que la gauche traditionnelle ou rien de tel que la droite traditionnelle. Donc vous tendez la main, c'était le début de notre entretien, à la droite, vous tendez la main au vert. Il faut toujours chercher à rassembler. Toujours, parce que pour l'écologie, on ne fera rien si on reste tout seul dans son coin. Ça vaut pour les Verts d'ailleurs. Si les Verts veulent être efficaces pour l'écologie, si vraiment ce qui les intéresse c'est d'être efficace pour l'écologie, on ne peut pas rester tout seul dans son coin. D'abord au Parlement européen, où ils ont été élus. Et puis ensuite, bien sûr, au niveau national ou au niveau local. Merci François de Rugy. Bonne journée.